nombre de logements de 5 pièces dans le pays, finalement, on voit la chaussure, on voit le pied, normalement le pied rentre dans la chaussure. Sauf que ça ne marche pas tout à fait comme ça. Ça ne marche pas tout à fait comme ça parce que on a de nombreuses situations qui sont celles que vous voyez là, où on a des propriétaires accédants. Alors le propriétaire accédant, c'est celui qui a encore un prêt à couvrir, d'accord? Dès qu'il a fini son prêt, il devient propriétaire, mais tant qu'il a le prêt, et comment dire, évidemment des locataires chez les bailleurs privés, des locataires chez les bailleurs publics, et puis autres, il y a des logements mis à disposition, des choses comme ça. Mais vous voyez un petit peu les proportions. C'est important surtout pour la suite. Autre élément à voir, c'est le logement. Je ne parle même pas de l'immobilier là, je parle bien du logement. Vous avez vu le poids économique que ça a dans le pays. Qui dit poids économique veut dire aussi de l'influence. Et le logement, c'est un secteur où la concentration de l'argent est largement aussi forte qu'ailleurs. Autre élément qui explique aussi que dès qu'on parle de logement, on a tout de suite des réactions assez vives, c'est qu'en fait, dans le patrimoine des personnes physiques, l'immobilier représente 61%. C'est extrêmement important, ça a énormément bougé depuis les années 70, mais lorsque vous entendez parler de patrimoine, dites-vous que 61% du patrimoine des ménages, des personnes, disons, c'est de l'immobilier. Ça a valu dans certaines réunions, par exemple, dès qu'on a posé la question de la contrainte, non, vous ne pouvez pas construire de cette façon-ci ou de cette façon-là, votre projet ne sera pas aussi rentable que vous l'espériez parce qu'il y aura 2 étages de moins, tout de suite ça tend les situations parce qu'on est sur quelque chose qui, est lié très directement au patrimoine, à la transmission, etc. Ça, vous avez entendu parler ces derniers jours, c'est Jean-Luc Mélenchon et puis peut-être d'autres aussi qui l'ont sorti, la dernière étude de l'INSEE où en fait il apparaissait que X% de la population était propriétaire je crois que c'est 2,9% de la population était propriétaire de 16% des logements ou quelque chose comme ça. J'ai repris un petit peu l'étude de l'INSEE pour sortir ces chiffres-là. Et en fait, on s'aperçoit que 24% de la population possède 74% des logements. Ouais. D'accord? C'est multi-propriétaire. Voilà. Et en fait, 1% des logements, là, la proportion n'est pas tout à fait équivalente puisque les 29 000 ménages et les 29 000 logements, il y a des poussières derrière, donc ça ne tombe pas tout à fait en 34,10 et 34,90. Et puis il y a 41,90% des personnes qui n'ont pas de logement. D'accord? En propriété. En propriété, pardon. Oui, ils sont locataires. Et puis, dans plusieurs logements, ça veut dire également il y a du parc locatif et des résidences secondaires. Je ne sais plus si je l'ai mis. On verra ça peut-être tout à l'heure. Mais là, en l'occurrence, il y a du parc locatif, des résidences secondaires. On a beaucoup de logements vacants aussi. Il faut savoir que 2,9% de la... Non, 0,1% de la population a plus de 20 logements. D'accord? 0,1%. Mais ça, il faut prendre l'étude de l'INSEE, parce que moi, je vous retransmets ça, mais pas avec cette rigueur qu'a l'organisme. Mais 0,1% de la population a... Donc... oui, j'ai oublié mon chiffre. 20%.
Plus de 20 logements. 20 logements. Plus de 20 logements. Enfin, Voilà. plus de 20 logements. Alors, j'ai essayé de me livrer à une petite division, etc. J'étais pas sûr de moi parce que les calculs sont compliqués, mais j'étais au-dessus de 100 logements en moyenne pour cette petite partie-là. Ce qui est énorme. Ce qui fait qu'on a quand même un paysage sur le logement qui est assez contrasté. Autre chose qu'on ne voit pas régulièrement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a toujours en tête, et je vois notamment les jeunes ménages, on a toujours en tête que le taux d'effort, c'est-à-dire l'effort que l'on va produire pour acheter un logement, est un effort considérable. En réalité, en moyenne bien sûr, les locataires du parc public et les accédants à la propriété ne sont pas trop loin les uns des autres, en moyenne. D'accord ? En revanche, ceux qui dépensent, qui ont un pourcentage de leurs revenus à consacrer au logement qui est extrêmement important, ce sont les locataires du privé. Pourquoi je dis ça ? Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, dans une ville comme Saint-Malo, où vous avez c'est pas tout à fait 25%, d'ailleurs, on est tombé en dessous de 25% au dernier recensement, là, vous avez toute une partie de la population qui, s'il n'y a pas de logements sociaux, ne peut pas se loger. C'est simple. Et on n'y coupe pas. Et d'ailleurs, ça crée des dysfonctionnements extrêmement importants. Quand vous êtes locataire, et j'ai eu l'occasion là, de faire un article justement sur ces questions, quand vous êtes locataire, que quelque chose dysfonctionne dans le bâtiment, vous n'avez pas de réponse. Qu'est-ce qui se passe ? Vous rappelez éventuellement, etc. Mais au bout d'un moment, vient très vite un déséquilibre qui existe entre le pouvoir des offices et vous qui ne pourrez pas vous loger ailleurs. Et bien souvent, on se retrouve avec des gens qui se plaignent une première fois, et puis après ils restreignent le cercle de la plainte et finalement vivent avec. J'ai fait récemment un article sur une simple porte là qui manquait, mais depuis 8 mois, 10 mois. Bon, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Il y a dans ce que nous disent les associations de locataires, ce poids prédominant qui est lié à ça. Ça, vous connaissez peut-être, hein, c'est volé sur le rapport, une image du dernier rapport logement de l'association Abbé Pierre. En fait, on se retrouve quand même, malgré tout ce nombre de logements qui correspond grosso modo aux besoins de logement, on se retrouve avec des situations qui sont extrêmement pénalisantes pour 4 millions de mal logés, 14 millions de personnes, parce qu'on a de l'habitat indigne, parce qu'on a des logements en suroccupation, etc., etc. 14 millions, on est 67 millions. Le pourcentage est quand même assez considérable. La plupart du temps, où énormément de ces logements sont en habitat privé. Qui d'ailleurs a justifié depuis quand même pas mal d'années maintenant des aides à la rénovation de l'habitat privé. Certains d'entre vous ont entendu parler de l'APA, etc. etc. Pas de l'APA, excusez-moi, de l'ANA, voilà. J'avais un petit problème de... Voilà. Cette situation, elle n'est pas récente, hein, parce qu'en fait, tout le mouvement, ce qu'on appelle HLM maintenant, qui était ABN au début du siècle précédent, vient
des mauvaises conditions de logement, vient des épidémies, des choses comme ça, et vient aussi, et c'était bien avant encore, de questions politiques. C'est qu'en fait, à partir du moment où vous n'avez pas de logement, quelque part, on estime que plus rien ne vous arrête. Vous n'êtes pas canalisé. Et dans un certain nombre de politiques, c'est très bien exprimé là par Jules Siegfried, là, quand vous êtes propriétaire, vous êtes censé être calmé. On retrouve ça aussi dans les politiques d'aujourd'hui, mais là, pas exprimé de cette façon-là. Alors, je rappelle ça parce que c'est là aussi sur le rôle du logement social, un Français sur deux loge ou a été logé dans un logement social. On oublie ça aussi, c'est important, parce qu'en fait, 10 millions de personnes de manière simultanée, ça représente une masse considérable. Et il en manque, et il en manque. Et aucun des gouvernements, depuis un bon moment, n'a réussi à tenir les engagements de réalisation de logements sociaux. Je crois qu'en 2020, en 2018, 2019, c'était exactement pareil. On a dû faire 70% de l'objectif à peine. Au niveau national, j'entends. Hein. Parce qu'évidemment, on a des situations qui peuvent être très, très éparses. Et puis, pour avoir une vue aussi de l'accès, parce que souvent, on oublie la diversité des logements sociaux, qui par ailleurs peuvent être discutés, mais voilà, quelqu'un qui gagne seul 27 000 euros ou à 4 personnes 53 000 euros, et déjà, c'est quelqu'un qui a déjà des revenus conséquents. Et là, vous voyez, dans les 3 cas de logement, le très social, qui est le PLAI, donc intégration, le PLS, comment dire, pour l'usage social, et le... Non, j'hésite toujours avec les... Ne faites pas attention aux abréviations, enfin, et les sommes sont exactes, d'accord? Mais vous voyez qu'on a une diversité. Or, il y a un enjeu extrêmement important aussi, à savoir ce qu'on réalise dans une ville. Lorsque l'on vous dit on réalise du logement social et que vous êtes seulement dans la 3e catégorie, d'accord? La 3e, c'est... C'est-à-dire le social, là, dans la 3e colonne, Oui. il y a un certain nombre de personnes qui ne pourront pas y prétendre parce qu'ils n'auront pas les moyens, tout simplement, d'y prétendre. Et si vous regardez bien, on va le voir tout à l'heure sur une grille, là, eh bien, la portion très sociale est de plus en plus restreinte, à mon sens. On le regardera tout à l'heure. Ça, c'est ce que gagne une personne la première année. C'est une année, c'est ça, son revenu Net. Fiscal. revenu fiscal de référence. Ah, d'accord. Hein, ce qui est, ça doit être la 5 ou 6e ligne, là, sur les, enfin, c'était sur les feuilles. Alors là, ça a écrit un petit peu petit, et pourtant, j'ai toutes les années à partir de 84, et on va y passer un tout petit peu de temps, parce qu'en fait, on a là le travail des députés. Puisqu'en fait, c'est le budget de l'État, c'est les subventions données au logement, enfin les subventions, les aides au logement, dans toutes les catégories. Alors j'ai tassé, j'ai supprimé des colonnes, etc., parce que c'était illisible, hein, pour vous montrer, mais en partant de l'année 84 et en arrivant à 2020, et vous avez tout simplement les années, les points culminants qui sont en rose, d'accord? Avec en rose aussi les pourcentages. Si on regarde tout ce qui est l'aide globale au logement, depuis 2011, ça a baissé de 13%. Vous avez tous les ans, depuis 2011, des discours sur le logement social, etc., etc.
Et on a une pente, je n'ai pas remarqué d'autres années, parce que la pente, elle est régulière. C'est-à-dire, clairement, le quinquennat Hollande ou le quinquennat Macron ne se sont pas distingués de ce point de vue-là. Sur les APL, par contre, vous voyez que c'est 2017 le point culminant, c'est à partir de ce moment-là qu'on a senti les effets du décrochage, enfin de la volonté de réduire les APL. Il en a parlé en 2016, si je me souviens bien. 2017, il est élu. Dès 2017, ça démarre. Et donc, on est à moins 14% là, pour les APL, dans le budget national. Je ne pense pas, compte tenu de la situation économique, qu'il y ait moins de personnes éligibles. Au contraire. Oui, je pense. Au contraire, ouais. Là, les chiffres que tu donnes, c'est en francs constants, en euros constants. Bah, il n'y a pas beaucoup Il d'inflation. y a pas beaucoup d'inflation. Ouais, j'avoue que là, j'ai repris le tableau, je me souviens pas que le tableau de... Parce que le chiffre entre 84 et 2020, quand même, Ouais. a fait très peu d'inflation. Ouais. Mais enfin, les différences sont quand même importantes, on n'est pas sur... Oui, il y a certainement, mais je ne peux pas te dire. J'avoue que je n'ai pas vérifié parce qu'en réalité, là où c'était marquant, c'était entre 2010, 2011 et aujourd'hui. Bon, il y a une inflation sur les 10 ans, mais c'est pas non plus... je ne dirais pas la même chose l'an prochain. Alors, une unité, c'est quoi? Milliers d'euros, C'est des... Millions d'euros. Ouais, Millions d'euros. milliers d'euros. C'est 40, vous voyez le 43 là? Oui, C'est 43 milliards. d'accord. 1 milliard. D'accord. Alors, c'est 1 million d'euros. Vous ne vous souvenez pas, on leur donne 40 milliards pour ça? La sortie de Macron. d'Emmanuel Macron. Ouais. On dépense un peu Un boulot de dingue, c'est ça? Ah non, c'était Non. un autre ça. Il y en a On eu appelle. plusieurs. Donc le point culminant, là, c'était les 43 milliards, 367 millions. Je vous passe les centaines de milliers, les milliers et le reste. Les 43 milliards, c'est assez conséquent effectivement sur le logement. Je vous ramène aux chiffres précédents. Vous vous souvenez, l'ensemble de la chaîne du logement, c'était... 500. Et puis, autre chose, si tu veux, même si on prend en compte l'inflation, au contraire, du coup, on ne devrait pas avoir on devrait avoir, ça devrait lisser, et donc, s'il y a moins 13%, malgré l'inflation, c'est 21% c'est du PIB. plus. Oui, oui. Ça gomme. Ouais. Alors, si je descends toujours le tableau, oui, Oui, bon, 43 milliards rapporte le budget de l'État, Hmm. qui est de 300 et quelques milliards. un peu plus, Ouais. 130. 300, oui, et quelques. Je descends pour les subventions d'investissement au logement. Là aussi, c'est ce que vote donc, le gouvernement pour aider, et là c'est essentiellement l'investissement en direction du logement public. Hein. On est à moins 46%. Enfin, moi j'avoue que, bon, vous savez bien, je regarde sans arrêt le logement, les chiffres, on écrit, mais quand j'ai pris ce tableau-là, je me suis dit, c'est quand même mal. Il y a un truc. Bon. Sur l'investissement locatif, par contre, les avantages fiscaux globalement, c'est moins 13%. Moins 13% parce que, comment dire, on est en avantages fiscaux, je ne sais plus dans quelle catégorie, où ça descendait pas mal, je pourrais vous dire ça, mais surtout, je voulais mettre en évidence l'investissement locatif. Ce sont les meigneries, les baissons, les celliers, les duflots, les pinels, j'en ai oublié, non?
De Robien, tous ces trucs-là. D'accord? Eh bien, c'est plus 144%. Or, là, l'investissement locatif, vous savez, à Saint-Malo, ça se traduit clairement. Hein. Ce sont une partie des logements qui sont construits ici. Malheureusement, on ne trouve pas facilement les chiffres, mais je me souviens qu'en 2010, on avait 533 000 de budget de construction de logements sociaux à Saint-Malo, et on avait 16,4 millions pour l'année de défiscalisation, c'est-à-dire 30 fois plus. D'accord? Un logement Pinel, dans les derniers chiffres de la Cour des comptes, là, c'est 34 000 € en moyenne d'aide. Jusqu'à il y a 2 ans, on nous vendait ça à peu près à équivalence avec une partie des logements sociaux. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est plus vrai, tout simplement. Justement, du fait des moins 46% d'investissement. En plus, quand on parle de logements sociaux et des avantages aux logements sociaux, on accumule les facilités de prêt. Vous savez, le fait que la Caisse des dépôts et consignations fait des prêts à très faible taux, très longue durée pour le logement social, et on considère que c'est une aide de l'État. Sauf que non. C'est notre aide. Ce sont ceux qui acceptent de ne pas avoir de rémunération quasiment sur leur compte qui, facilite le fait qu'on puisse donner des emprunts ou délivrer, je ne sais pas comment le terme délivrer des emprunts. Comme la caisse gêne. Non, là on est caisse des dépôts de consignation pour le logement. Oui, mais c'est de l'argent que les gens mettent de l'argent de côté, ils ne font pas de bénéfice dessus, et grâce à ça, on fait des prêts. C'est le système de la banque, mais là c'est dédié, encadré par l'État, effectivement, mais ça n'est pas de l'argent de l'État dans ce prêt. C'est ça. Hein. Il y a par contre des aides directes. Alors je crois que sur le PLAI, c'est-à-dire le logement très social, on arrive à 9 400 quelques euros d'aide par logement. Après, il y a des baisses de TVA, etc. Mais là encore, les avantages de taux, regardez, avantages de taux aux bailleurs sociaux, on est à moins 78% dans les 10 dernières années. D'argent consacré par l'État à ça. D'accord? C'est, en fait, ce budget, c'est ce qu'acceptent par leur vote les députés. Et là, c'est vraiment, on a une caricature. Je reviens sur les APL. On a souvent l'habitude de considérer les APL, c'est pour les gens qui louent un logement. Il faut vous souvenir aussi qu'il y a toute une partie des acquéreurs, des gens qui contractaient, qui selon conditions de ressources, qui contractaient un emprunt pour acheter une maison, qui selon conditions de ressources, touchaient aussi des APL. Et ça leur permettait de faire la jonction entre leurs revenus et le remboursement de prêt. Ça a été tout simplement raboté de façon extrêmement importante, ce qui fait qu'un certain nombre de jeunes ménages, notamment, qui souhaitaient accéder à la construction, étaient en balance. Alors ça allait, pour certains, au moment où les taux des emprunts étaient très très faibles, puisqu'ils sont quand même bien dégringolés, jusque l'an passé à peu près. Mais là, maintenant que ça remonte, les conséquences... Allez, non, de toi. Alors, j'en arrive à Saint-Malo. C'est une petite photographie rapide sur les 20 ans. 6 000 logements en plus, 4 200 habitants en moins. Je ne fais pas de commentaires.
Résidence secondaire, non plus. Résidence principale, 8%, donc 8%. Le prix de l'immobilier, entre 12 et 17%, ça. Je parle de bétonisation, alors une fois avec un N, une fois avec... On m'a dit que les deux étaient bons. Et puis alors, tout ça se régule de quelle manière? En chassant des gens de la ville, les familles avec enfants, et les gens dont les budgets les mettent en difficulté, tout simplement. Donc, essentiellement, ouvriers, ouvrières ou employés, souvent du marché privé de location, parce que on a, comment dire, dans les résidences secondaires, les plus 67%, il ne faut pas croire que ce soit uniquement du logement neuf. Ça n'est pas seulement le résultat des immeubles que vous voyez se construire. C'est aussi le résultat d'adaptation de l'ancien et de reconversion d'ancien en résidence secondaire. C'est-à-dire qu'on a deux mouvements, ou trois même, pour l'inflation des prix de l'immobilier à Saint-Malo. On a très clairement la construction neuve, avec les promoteurs qui investissent sur des îlots. Hein. On connaît cette technique qui consiste à acheter un logement, etc. Et puis de suivre comme une partie de domino, quoi. Il y a ça. Il y a le fait même des personnes physiques qui souhaitent acheter, qui ont de l'argent, qui remportent et qui n'hésitent pas à mettre pas mal d'argent. Et puis, il y a le fait de réadapter certains logements pour du secondaire, de la location, etc. Et par les trois systèmes contribuent à faire augmenter le prix de l'immobilier. En un an, c'est quelles années là? C'est 2021? C'est une moyenne depuis 2013, je crois. Ah ouais. Entre 12 et 17. Je crois que la plus forte c'était 17, la plus faible c'était pas tout à fait 12, c'était 11 et quelques. Alors ces statistiques-là, elles sont, alors pour les prix et l'évolution des prix, on l'a sur les sites ministériels. Et puis après on regarde ce que nous dit Ouest France, ils nous disent à peu près la même chose. Alors soit Ouest France va copier les sites ministériels, soit le ministère copie les sites de Ouest France. Je ne sais pas. Parce que là encore c'était illisible, j'en ai pris quelques-uns. Vous avez le nombre de logements, le nombre de résidences principales, le nombre de personnes par logement, le nombre de HLM en tant que par rapport aux résidences principales et le nombre les pourcentages de HLM par rapport au logement. Parce que bien évidemment, dans une cité où vous n'avez que peu de résidences secondaires, ça n'a pas d'importance. Mais vous voyez que ici, là, sur... j'ai une souris avec ça. Regardez Intramuros. Si effectivement vous êtes à 13%, puisque la manière dont on calcule le taux de HLM, c'est-à-dire dans une ville, il y a 20%, il y a 25%, il n'y a pas assez, il y a trop, etc., c'est toujours par rapport aux résidences principales. Mais en réalité, quand on vit dans une ville, le jour où vous avez, comme ici, 67% de résidences secondaires, comment? C'est marqué 30. De résidences secondaires, c'est-à-dire entre 100 et 33, il y a 67. 67% de résidences secondaires ou de logements vides. Ouais. Vous avez seulement 4% de HLM parmi ces résidences principales, mais 13% parmi les résidences principales, mais 4% parmi l'ensemble des résidences. C'est vous dire que quand il n'y a personne dans les résidences secondaires, c'est mort, il n'y a pas de vie. Et vous retrouvez des quartiers qui sont très très différents. À Monténeuf-le-Pont, on est également à 4%. La Découverte, évidemment, c'est pas la même chose. D'accord? Et on va voir tout à l'heure que ça a son importance. Mais on a... Alors, là, je ne vous parle pas d'une question qui concerne Saint-Malo en tant que tel. Je vous parle de Saint-Malo en tant qu'exemple des décisions à prendre. Personnellement, je prône
le fait que, les taux de logements sociaux ne soient pas calculés par rapport aux résidences principales, mais par rapport à l'ensemble des logements. 2, que ces taux ne soient pas appliqués à l'échelle d'une ville, mais à l'échelle d'un quartier IRIS. IRIS, c'est le découpage territorial fait par l'INSEE pour le recensement. D'accord? Ce qui veut dire que dans un quartier comme Roténeuf-le-Pont, où il y a 4% de logements sociaux par rapport au logement, si on considère qu'il en faut 20%, on prend les mesures pour qu'il y en ait 20%. Des mesures par rapport à ce qui se construit, par rapport à la mobilisation du foncier dans un quartier, et ça, au niveau national, c'est important. L'exemple de Saint-Malo est une caricature, mais au niveau national, la prise de décision, je ne l'ai pas vu dans le programme mais c'est normal, on ne va pas dans ce détail-là, mais il y a des choses comme ça, des indicateurs et des décisions qui sont à prendre, qui auraient effectivement de l'effet sur le logement social et sur la réalisation des logements sociaux, parce qu'en fait, à défaut de ça, ce qui se passe, c'est que le foncier il est libre. Et bien, on va multiplier les opérations et on va se retrouver dans des configurations où, ben, vous voyez, on est là, c'est pareil, on voit la carte avec les taux de, comment dire, de logements sociaux, avec là, elle date un petit peu parce qu'on était en 2016. Là. Ça, ça fait partie du dossier que l'association Anzo a envoyé à l'ANRU pour expliquer que construire dans le jardin de la Louisiane était contraire au principe de l'ANRU. ANRU, c'est la politique de rénovation du quartier, etc. Après, il n'y a pas que ça mal. Donc j'ai voulu prendre un autre exemple. J'ai pioché dans ce que je connaissais, de ce que j'avais déjà travaillé. Cancale. Entre 2008 et 2018. D'accord? Vous voyez, 33% de résidences secondaires en 2008, 41% en 2018. 5,6% pour les logements HLM par rapport à l'ensemble des logements, 5% en 2018. Entre 2013 et 2018, le nombre de résidences secondaires a augmenté de 276, celui des résidences principales de 5. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ça voudrait dire qu'il y a simplement eu 5 résidences principales sur Cancale entre 2013 et 2018. Non, il y en a eu plus que ça, mais il y a eu énormément de résidences existantes qui se sont transformées en résidences secondaires. Ah ouais, d'accord, des gens qui... Eh oui. T'es sûr du chiffre? Parce que c'est... Ah ouais. C'est l'INSEE. Moi, je sais pas. D'accord. Je leur fais assez confiance. Oui, non, ouais, mais je suis vachement sûr. Je me sers que, si vous voulez, dans les dossiers, chaque fois que je donne un chiffre, c'est soit de l'INSEE, soit d'une base de données de l'État. Quand c'est les permis, c'est Citadel. Quand c'est sur les acquisitions foncières, vous verrez, c'est Talab, la base foncière d'État, etc. Je me sers que cette base de données-là parce que non, mais attends, je suis tranquille. C'est affolant, quoi. Ben oui, parce que mais ça vient d'une décision. Ça vient de la décision qui est la suivante. Cancale, ville de plus de 5000 habitants, n'a pas le quota de logements sociaux. La loi SRU en 2000, ça date un petit peu, décide qu'il faut réaliser des logements sociaux. La loi, elle est aménagée, renforcée, une fois ramollie, etc. Mais au bout du compte, Cancale n'est toujours pas pénalisé réellement parce qu'il n'a pas les logements sociaux. Or, ils ont construit, puisque, voilà, la preuve est là, ils ont construit ou transformé. Parce qu'on peut produire du logement social à partir du logement existant aussi. Hein? Et donc, le fait de ne pas agir, d'avoir une loi, mais de ne pas se donner les moyens de faire respecter, eh bien, ça produit des effets comme ça. Cancale est très prisé, il y a des gens qui veulent y habiter, des promoteurs qui peuvent monter les affaires, donc on fait ça. Mais le résultat, 10 ans après, parce qu'en fait, quand c'est au mois le mois, vous ne voyez pas correctement les choses. En revanche, quand vous prenez
par tronçon de 10 ans, vous comprenez les conséquences d'une politique. Et là, le fait de ne pas agir, eh bien, on se retrouve. Et là, ce n'est pas une question de succession de maire, parce que pendant les 10 ans, c'était le même. Hein. C'est le maire actuel. Mais regardez les chiffres en termes de sociologie de la commune. Je ne sais pas d'ailleurs si on dit sociologie, mais bref, en termes de composition sociale de la commune, 17% d'ouvriers, 9% d'employés, 16% d'artisans, 14% de familles monoparentales, 25% des moins de 14 ans qui disparaissent de la commune, c'est-à-dire qui s'en vont ailleurs. Parce que je dis qu'ils s'en vont ailleurs, pas parce que, en fait, dans les communes un peu plus loin, ça a tendance à augmenter dans les mêmes catégories. C'est bien qu'il y a un déplacement. C'est trop cher. Oui, les gens de ménage parce que c'est trop cher. Où la nouvelle génération n'arrive pas à venir pendant que l'autre s'éteint. Et c'est de moins en moins vivant. Et c'est de moins en moins vivant, je suis bien d'accord. Mais voilà la photographie d'une décision. C'est pas du hasard. Il y a un quartier troncal qui est particulièrement remarquable, c'est la Houle. Au début du XXe siècle, la Houle, il y avait plus de 3000 habitants. Maintenant, ils sont 126. Et puis les maisons sont restées, elles sont toutes en location. Toutes. Les vacances, la briquelle, etc. Alors, j'avance, je ne me rends pas compte du temps, mais ça va. J'avais des choses à dire sur ces termes-là. Je reprends Saint-Malo. Peut-être que certains sont habitués, peut-être d'autres pas, mais je sors souvent ça. Ça, c'est une vue de la base de données Talab, base de données de l'État, qui fait apparaître en bleu, là, toutes les parcelles qui ont fait l'objet d'une mutation dans les 4 dernières années ou 5 dernières années. D'accord? Saint-Malo, c'est ça. C'est constellé de bleu. Le marché des mutations foncières à Saint-Malo, c'est à peu près 450 000 € par an. 4 millions d'euros par an. 450 millions. C'est tellement gros que je... 450 millions d'euros par an. Si quelqu'un peut me rappeler le montant du budget de la commune, on est assez loin. 2,4 milliards dans les 5 ans, si réellement, puisqu'on n'est pas toujours à 450, j'ai calculé sur les 5 ans, 2,4 milliards. C'est énorme. C'est un moteur extrêmement puissant. C'est pour ça que, face à ce moteur-là, on ne peut pas être mou. C'est pas possible. Et localement, s'il y a des choses qui peuvent se régler, au niveau de l'Assemblée, il y a des décisions à prendre au niveau législatif qui sont extrêmement importantes. Il y a des moyens, des leviers à donner aux collectivités et des exigences à avoir, du contrôle à avoir derrière. J'ai une question. En fait, donc ça c'est les parcelles bleues, c'est ce qui a été vendu. Ouais. Pas sur l'année, mais sur les 4 ans. Ou... Non, sur les 4 ans. Ouais. Est-ce que c'est un turnover? Est-ce que vous, toi, est-ce que ces parcelles sont revendues ou est-ce que c'est vraiment parce que est-ce que c'est un phénomène qui va continuer à s'auto-alimenter ou est-ce que quelque part toi Je vais te donner des exemples si tu veux. Tu as des petites parcelles comme ça, hein, où effectivement, ici, là, où c'est une mutation. C'est quelqu'un qui a acheté une maison, en l'occurrence. Et puis tu as des parcelles comme ça, où il y avait une propriété. Maintenant, il y a un immeuble. Donc, ce qui rentre dans la mutation foncière, c'est l'achat de démarrage. Alors, s'il y a un terrain, il y avait peut-être une maison dessus. Donc. Ensuite, derrière, s'ils ont fait 20 logements, il y a la vente des 20 logements. Tout ça rentre dans ce montant. Mais c'est ce que génère, finalement, les mutations sur Saint-Malo. Alors, je ne sais plus quel est le taux
de retour vers la commune, si c'est pas 1% ou un truc comme ça, c'est vous dire que c'est bien aussi pour le budget communal. Je crois que c'est parce que tu disais, Nicolas. Oui. J'ai Ouais. compris, moi, que tu demandais si c'était régulièrement qu'il y avait des Bah, montants ouais. d'affectation. Tu vois, la question que je me pose, c'est, comme tu le dis, c'est massif. Quoi. Donc, puisque c'est massif, ça devrait s'arrêter assez rapidement, parce que toi, il va y avoir de moins en moins d'espace libre. Non, parce que le jeu, pour un certain nombre de personnes, c'est de créer de la plus-value. Là-dedans, tu as par exemple des logements Pinel ou des logements celliers. Tu l'achètes, je vais te citer un autre exemple tout à l'heure. Tu l'achètes, tu achètes ton logement, tu le mets en location 6 ans, au bout de 6 ans terminé, je revends. D'accord? Tu as fait 35 000 euros d'économie d'impôt. Pendant 6 ans, 12% d'inflation. D'accord? Et tu revends ton bien. Boum. Autre exemple. Ici, alors attends, les miels. Non, c'est même pas les miels. Ouais, donc c'est des pompes, ça passe. Bon, enfin, bref. C'est des pompes qui sont. Par ici, ouais. dans le cadre du dossier des Niels, par exemple, j'ai un propriétaire je voulais connaître le prix réel des ventes de terrain. Et il y a un propriétaire qui habite à côté des Niels qui me confie un document personnel, un acte de vente. Un acte de vente, où je trouve l'origine de propriété. Les dates ne sont pas tout à fait exactes, le montant est approximatif, mais c'est pour vous donner une idée. Il achète une maison 800 000 euros en 2016. Il la revend à 1,2 million en 2020. Il n'y a rien fait, il n'a pas touché. Je ne sais pas s'il a été 2 fois. Voilà. Donc tu as aussi ce cas de figure. On est des petits joueurs. Hein. On est des petits joueurs. Mais j'insiste beaucoup là-dessus. Parce que cette masse d'argent, si vous avez des politiques timides, si vous avez des choses qui sont un peu évanescentes, voilà, c'est pas possible. Le marché remporte tout. Ouais, pour confirmer ce que tu dis, hier j'ai rencontré qui est agent immobilier sur la ville. Et je lui dis, alors il y a assez d'offres. Bien sûr, il y a de l'offre. Sauf que ça tourne bien. Oui, exactement. Ça reste pas longtemps. À peine d'acheter, ça tourne. La réponse est Nicolas. Trouver un investissement qui vous rapporte 12 à 17% par an. Pas le livret. Pas le livret. Voilà, de chercher Ah oui, voilà. Pardon? Oui, quels sont les leviers pour éviter ces ventes Eh ben, de on va y parcelles? venir. Ah, d'accord. Hein, on va y venir. Je voulais continuer juste parce que, vous voyez, ça, c'est le protocole en rue de 2018 pour la rénovation quartier sensible. Vous vous souvenez, on a ici la découverte, le jardin de la Louisiane qui était encore vert, en tout cas sous mon stylo, et puis ça va jusque Alsace, etc. Et dans tout ce protocole-là, il a été prévu que, compte tenu du taux de logements sociaux dans ce secteur-là, il a été prévu que les logements sociaux qui pourraient éventuellement venir seraient exceptionnels. Je me souviens, pour avoir participé à une partie des discussions du précédent document, que la porte n'était pas fermée, par exemple, pour des HLM, pour les personnes handicapées, pour l'adaptation, etc. Mais c'était des cas très pointus. D'accord ? Donc ça, signé, enfin le protocole est de 2018, je crois qu'il a été signé à cette période-là aussi. Ça, c'est quoi? C'est la charte de l'urbanisme sortie par M. Lurton, il y a 1 an et demi, 2 ans. Vous regardez quartier prioritaire de la ville, ben on continue de faire du logement social.
même dans les 300 mètres où c'est pas recommandé, on continue de faire du logement social. On érige ça comme règle, alors qu'on a signé un contrat avec l'ANRU qui dit le contraire. D'accord? Non, je comprends pas. Non, tu comprends pas? Qu'est-ce qui se passe dans le quartier là? Regarde. Pardon. Ouais. Dans tout ce quartier-là, on a un taux de logements sociaux qui est extrêmement important. On l'a vu tout à l'heure. Entre 60 et 73%, on 73% c'était en 2016, et aujourd'hui on est aux alentours de 61%. Donc la décision, c'est qu'il y a eu une rénovation du quartier. Dans le cadre de cette rénovation, on a supprimé quelques logements sociaux qu'on a mis dans d'autres quartiers, voire d'ailleurs jusque Dole. Et évidemment, compte tenu de la volonté de mixité sociale, on dit on ne va pas remettre du logement social au même endroit. D'accord? Or, donc ça donne lieu à une convention entre l'ANRU et la ville, puisque c'est une règle de base. On ne peut pas prôner la mixité sociale en concentrant tous les logements sociaux dans le même quartier. Paraît simple. En revanche, quand la municipalité actuelle fait sa charte de l'urbanisme, elle nous sort des quotas de logements sociaux à faire dans le quartier prioritaire de politique de la ville. Mais donc c'est mensonge. C'est pas mensonge, c'est simplement, je ne sais pas comment ils vont s'accorder. Alors le problème, c'est que là encore, l'ANRU, visiblement, il y a quelques passe-droits, quoi. Nous, on avait saisi l'ANRU pour le jardin de la Louisiane, puisqu'on refaisait dans un quartier de logements sociaux à plus de 60%, à l'époque d'ailleurs c'était en 2000, donc plus de 70% puisque c'était 2015-2016. On refaisait d'autres logements sociaux. J'ai mangé quelque chose. On refaisait d'autres logements sociaux et puis quoi? Et là, on détruisait l'espace Ouais, vert. je me On souviens détruisait plus. l'espace vert. Et oui, on enlevait des espaces verts, effectivement, mais c'était lié au contrat signé avec eux. On leur a expliqué que ce n'était pas possible, mais ils n'ont jamais répondu. Quoi. Jamais. Les subventions étaient liées au respect pourtant de ces choses. Tout à fait. Mais ce n'est pas grave, c'était 2 ans plus tard, le nouveau protocole en rue était signé. Donc à quoi ça sert de mettre, je crois que c'est 50 millions d'euros qui a été mis à la découverte dans la rénovation. C'était à peine terminé qu'on violait les principes de l'accord qui avait été passé. Et qu'on violait pour densifier dans le quartier. Et puis là, on s'aperçoit que les dernières décisions d'urbanisme, qui sont d'ailleurs des décisions qui ne sont pas contraignantes, puisque ça n'a pas été voté par le conseil municipal, c'est juste un document de plus, mais on veut refaire du logement social dans le quartier le plus chargé en logements sociaux, et vous avez vu tout à l'heure qu'à Saint-Malo, ça va entre 4% et 60%. Et c'est pas dans les 4% qu'on en remet. Pour être honnête, il y a deux colonnes que j'ai enlevées là parce qu'on ne voyait pas, c'est le reste de la ville. Là, les exigences sont un peu plus fortes quand même. D'accord? Mais on est loin d'avoir un rattrapage. Donc, quelqu'un qui veut construire, s'il est dans le quartier priorité de la ville, il saura s'il fait entre 41 et 60 logements, qui devra faire 15% de PS. Et ça, je vous laisse le dire parce que c'est pas piqué des hannetons. Quand on a une politique où on nous dit il faut faire des immeubles, on va densifier, c'est super, il faut densifier, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Mais qu'on chasse les familles avec enfants de la ville, les ouvriers, les employés, ils vont se loger ailleurs. Ben, ici, c'est ce qu'il faut. Ils vont se loger ailleurs. Et résultat, les immeubles sont vides. En revanche, eh bien, on va consommer
36 hectares de terres agricoles par an dans l'agglo. Et les écoles disparaissent aussi. Alors, il y a tout le contexte social. Alors, ce chiffre-là, je vous l'ai mis, hein, il est facile à retrouver. C'est l'Audiard, donc agence d'urbanisme sur Rennes. Il n'y a pas de secret, c'est publié, etc. 36 hectares, 50 terrains de foot. Hein, un terrain de foot, c'est 6500 mètres carrés. Pour ceux qui ont calculé l'engazonnement un jour d'un terrain de foot. Mais ça veut dire que plus on nous vend de la densité à Saint-Malo sur le modèle de la résidence secondaire immédiate ou de la résidence secondaire dans 6 ans parce qu'il y a un Pinel avant, eh bien, chaque fois qu'on nous vend ça, en fait, on va derrière et on fait le contraire. On regarde ce qui se passe autour de la ville et on consomme. Et ça a été une bagarre terrible au moment du Jardin de la Louisiane. Je peux vous dire qu'on s'est sérieusement accroché, y compris avec des gens qui sont aujourd'hui dans la NUP, hein, NUPES, mais en essayant de faire comprendre ça. C'est-à-dire que la densité du béton n'a jamais fait la densité des habitants. Et dans la loi qui est passée, la loi résilience, je ne sais pas trop quoi, là, d'il y a quelques mois, résilience climat, voilà. Et si vous regardez ce qui est écrit, on ne parle que de densité des constructions. Ah, d'accord, mais si elles sont vides, à quoi ça sert? Il faudra bien que les gens ils vivent quelque part. Bonjour, dans le débat sur l'affaire 3, lui-même reconnaît qu'il n'est pas. C'est bizarre, il fait un bilan assez mitigé de son truc. Lui-même. Il paraît, justement, Oui. Il paraît qu'on ne peut plus construire sur les terres agricoles. Il y a une loi qui interdit. C'est cette fameuse loi machin résilience là, mais j'ai compté le nombre de fois où le mot dérogation était dans la loi. 33. C'est quoi exactement l'étendue de ces dérogations du coup? Alors, 33, c'est dur. C'est un exemple. Je renvoie la juriste vers le texte. Oui, mais imaginons par exemple, je suis promoteur immobilier parce que c'est vrai que je vois pas mal de médecins qui poussent le petit village et c'est forcément fait sur les terres agricoles. Oui, mais alors, alors, là, il y a une image qui est intéressante à avoir, c'est que les élus, en tous les cas ici, se sont précipités au moment du schéma du SCOT, du schéma de cohérence territoriale, pour permettre le classement en zone future à urbaniser de plein de terrains. Je crois qu'il y avait 170, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais de plein de terrains. On avait d'ailleurs contesté, il y a plusieurs associations de Saint-Malo, et pas que celle où je suis, qui ont fait du travail là-dessus. Et c'est passé quand même, quoi. Hein. Et aujourd'hui, l'application de la loi sur ces terrains qui ne sont pas encore urbanisés, mais qui sont désignés au document d'urbanisme comme futurs à urbaniser, quelque part, elle est à la discrétion du contrôle de légalité, des contentieux, etc. Mais à chaque fois, de toute façon, qu'on laisse ça au bon vouloir de la représentation de l'État local, on a quand même quelques difficultés. Je vous rappelle que, alors je le dis parce que ça me fait beaucoup de bien, ça me fait très plaisir, qu'on avait quand même un maire, le maire précédent, qui, dans la même SCI que des notaires et que le plus gros promoteur immobilier de la ville, a pendant 5 ans continué de travailler avec ce promoteur immobilier et avec les mêmes notaires. D'accord? Sans que finalement ça prête à conséquence. On a eu beau saisir via une analyse faite par Transparency International, saisir la haute autorité, etc. On doit appeler ça du communautarisme, non? Non. C'est pour Transparency, je vais vous dire, il le qualifiait que de prise illégale d'intérêt, hein, clairement, même sans échange de notaire. Vous avez essayé de communiquer ces informations à la SCOT?
Oui, on a fait les deux, Anticor et Transparency. C'est Transparency qui a travaillé dessus. Parce qu'en fait, les deux associations qui sont agréées pour intervenir auprès de la haute autorité, ce sont ces deux associations. Ceci dit, le préfet, le président, enfin la chambre régionale, enfin tout le monde était au courant. C'est peut-être grâce à ça qu'il ne s'est pas représenté, par contre. J'ai été trop vite là. Pourquoi? Résident. Non, non, c'est bon. Résident. Pourquoi j'ai mis ce mot là, résident? C'est parce que je voulais vous parler de cette idée de M. Kawissin et de l'UDV qui souhaitent mettre en place un statut de résident de façon à freiner la prise en des biens et des terrains par des gens qui n'habitent pas le secteur. Moi, j'ai analysé le bouquin de Kawissin. Je suis complètement convaincu que c'est une imbécilité. Merci. Alors, je vais vous dire, oui, je vais vous dire pourquoi, bien sûr. D'abord, la première chose, c'est que c'est basé sur un mécanisme qui est quelqu'un qui n'est pas du coin va devoir attendre pendant une année, je crois que c'est ce qui... avant de pouvoir acheter. Attendre, mais habiter sur le lieu pendant un an. À qui va s'appliquer cette chose-là? À vous, à moi, peut-être. Mais quelqu'un qui a de l'argent, il perd un petit plus pour avoir une vente différée d'un an. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, je vais vous dire. Excusez-moi, parce que j'ai travaillé là-dessus. Je ne vais pas le trouver. Enfin bref, il va dans l'acte de vente, il sera propriétaire au bout d'un an, tout simplement, c'est simple. Il y aura quelques pièces à mettre au bout. Mais aussi, regardez, je vous ai sorti ça parce que plus on a de logements, plus on se retrouve avec une proportion de maisons en SCI, de maisons ou d'appartements en SCI. D'accord? Regardez l'importance du truc. Et le SCI, Société Civile Immobilière. Oui. Je suis un peu fatigué, moi. Ouais. J'arrive pas à lire le. Alors, ça, c'est sur une échelle de 100, vous l'avez vu, quelqu'un qui a un seul logement. D'accord. Il y a 78% qui ont un appartement ou une maison en nom propre, et puis une petite partie là-haut qui l'a en SCI. Et puis, plus tu avances, et là tu arrives au 20 ou plus, c'est-à-dire à 0,1% de la population qu'on a vu tout à l'heure, et là on s'aperçoit qu'il y a un paquet de SCI. En fait, il y a tous les moyens dans la technique de vente pour permettre aux plus riches d'échapper à ce système-là et de faire en sorte qu'il ne s'applique qu'à ceux, alors c'est pas les plus pauvres, parce qu'ils vont acheter un bien dans un secteur privé, mais qu'aux gens qui n'auront pas la fortune peut-être de pouvoir passer à travers. Mais ce qu'il y a de pire, c'est que je vous ai montré tout à l'heure que les locataires dans le parc privé de logement sont ceux qui ont l'effort le plus important à faire pour se loger. Le taux d'effort des locataires du parc privé est plus fort que le taux d'effort des accédants à la propriété. D'accord? Eh bien, on va encore renforcer ça. C'est-à-dire qu'on va demander à un futur accédant de faire un an de plus dans un endroit qui va être cher, puisque c'est une commune, puisqu'il faut être dans le secteur. En fait, on met des bâtons dans les roues aux gens qui ont le moins de moyens. C'est absurde. Il n'y a pas de solution autre que les solutions de décision publique, d'emprise publique sur le foncier, de réalisation de logement social, de réalisation de logement en BRS, bail réel, solidaire pour partie,
il n'y a pas d'autre solution que l'action publique pour gérer ce genre de problème-là. Le reste, c'est de la foutaise. Les millions que je vous ai montrés par an à Saint-Malo broient tout en dehors de la volonté et de la décision publique. Et ça, les élus qui vont aller à l'Assemblée nationale doivent le comprendre et agir directement là-dessus. Il ne faut pas présenter un ventre mou dans ce truc-là, parce qu'autrement, on a les résultats. Là, on a bien vu, clairement, moi j'enrageais, et pendant longtemps, j'enrage toujours, de voir que pendant les 6 ans de Hollande, on a pris une pente, et que Macron, il n'a même pas eu à rectifier la pente, il l'a gardée, sauf pour les APL. Pour les APL, il a sérieusement aggravé le truc, comme un dernier coup de couteau dans le dos. Mais voilà, je crois que j'ai bouclé à peu près toutes les diapos que j'avais présentées. Alors ça peut vous paraître décousu, mais il y a une logique là-dedans, en tous les cas, puisqu'on est dans des législatives. La question du logement est une question essentielle. Une question donc de plus de 20% du PIB relève du logement. 10 millions de personnes en HLM, 4 millions de logements en HLM. 61% du patrimoine des personnes, c'est du logement. C'est un nœud terrible. Et là, s'il n'y a pas de décisions de prise qui sont à hauteur des décisions qu'il y a à prendre pour l'hôpital, parce que c'est la même logique de marché, la même logique de contrainte, d'exclusion de ceux qui ont le moins de revenus, de stratification du pays. Alors là, en plus, elle est territoriale, la stratification, elle se voit bien. Eh bien, si ces décisions-là ne sont pas prises, le reste ne servira pas à grand-chose. Et pour ceux qui ont quelques souvenirs de lecture des débuts du marxisme, il y avait une grande bagarre entre les marxistes libertaires et puis les marxistes, comment dire, traditionnels ou autres, sur la question du logement. Les premiers disaient que c'était une action extrêmement importante, un marqueur de la lutte des classes. Les seconds disaient non, le travail compte, seul le travail compte. Ben, je pense que les seconds, aujourd'hui, ils ont compris qu'ils avaient tort. J'attends vos questions. On peut revenir sur les diapos si vous voulez. Pas de... Est-ce que tu peux détailler vraiment précisément à l'échelle d'une commune les solutions que tu disais, l'action publique? Pardon? À l'échelle d'une commune, à l'échelle nationale, est-ce que tu peux détailler plus précisément c'est là. La cible, c'est quoi? C'est rendre la ville accessible. 1. À tout type de revenus. 2. C'est ne pas créer d'exclusion sociale, créer de la mixité sociale, au contraire, dans les quartiers. Pas à l'échelle de la ville, dans les quartiers. Ça, c'est le but. Qu'est-ce qu'on a face à nous? On a des millions. La seule chose que l'on peut faire par rapport à ces millions, 450 millions par an de mutations foncières à Saint-Malo. C'est énorme. Qu'est-ce qu'on a face à ça? On a des instruments réglementaires liés à l'urbanisme, liés au logement, et puis on a quelques pouvoirs exorbitants de la puissance publique qui sont le fait de préempter les terrains. Merci, c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu penses de la mesure qui consiste à dire que dans chaque construction, chaque projet immobilier, on doit intégrer 30% de logements sociaux? Alors, moi, quand j'ai vu apparaître cette solution-là, comme ça, elle est intéressante. Je me suis dit, pourquoi pas? C'est intéressant. Après, la manière dont c'est détourné, quelque part, on a commencé à dire, oui, mais ça va être vrai à partir de 60 logements, pas en dessous. En dessous, il n'est pas assez, etc., ou de 40, etc. Bon. Et puis, ensuite, on a dit, finalement, crise du logement venant, c'était 2008, ça 2010, 2009, c'est une bonne opportunité
C'est-à-dire qu'en fait, les organismes sociaux, enfin le logement social va préacheter 20%, 30% de logements. J'aurais plus que 20% à remplir pour avoir mon quota de 50, je peux commencer. Donc ils sont venus nous chercher. Moi je me souviens, en 2008, 2009, 2010, là, eh bien, alors que précédemment les promoteurs se faisaient la gueule, quand on leur disait ça, là, ça allait beaucoup mieux. Et puis petit à petit, il s'est agi d'acheter le logement tout fait, etc. Moi j'aurais tendance à dire que lorsqu'il y a une réalisation, il faut soit imposer une co-réalisation entre l'organisme HLM et le promoteur, pas simplement un achat de logement dans le cadre d'une opération, soit pouvoir distinguer ou faire un immeuble avec différentes composantes, y compris par le biais de l'opérateur social, pas simplement par le biais du promoteur. La dernière déviation du système que j'ai vue à Saint-Malo, c'est dans le projet des Chênes. Je ne sais pas si vous connaissez, à Paramé, rue des Trois Frères Ruelland, il y a deux immeubles de... Comment s'appelle ce promoteur-là qui a racheté la Sacible, qui, dans une même opération, dans le même permis de construire, parce qu'on juge des quotas de logements sociaux au niveau du permis de construire. Eh bien, dans le même permis de construire, il y avait un bailleur social et le promoteur privé. Le promoteur privé, bien sûr, ne réalise pas de logements sociaux dans son opération, puisque c'est un même permis, les logements sociaux réalisés par l'opérateur, le bailleur social, comptent dans le quota. Je suppose qu'ils se sont entendus financièrement. Sauf que, moi je trouve ça quand même fort de café. C'est-à-dire que le bailleur social, lui, il a réalisé des terrains, des immeubles avec des financements d'État, etc., avec les loyers aussi que donnent les gens tous les mois, etc. Bon. Et là, on se retrouve avec un promoteur qui, mixant l'opération, se dégage de son obligation quelque part, et il a filé de l'argent, bien sûr, au bailleur social pour qu'il puisse réaliser son opération. Mais en plus, là, d'ailleurs, il lui a piqué toute une partie des terrains de l'opération. Donc, il y a vraiment, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais le fait d'avoir des quotas de logements sociaux à réaliser dans les projets ne peuvent pas être diminués par le fait qu'un opérateur social à côté doit réaliser quelque chose. Sinon, on se retrouve finalement avec quelque chose qui évite le promoteur social, il fera, le bailleur social, il fera des logements. Comment ? C'est le privé qui doit lui aussi investir dans le logement social obligatoirement, donc il va faire. S'il y a des quotas qui sont imposés par les règles, il faut qu'ils soient respectés, ces quotas. Il ne faut pas qu'on trouve un biais pour inclure une opération qui serait réalisée par un bailleur social. Là, en l'occurrence, c'est... Non, c'est pas un bailleur, c'est un bailleur social de Rennes. Je ne me rappelle plus, je suis désolé. Mais bref, si vous voulez, dans d'autres opérations, on risque de voir ça aussi. Et ça, je pense que c'est pas la bonne voie, puisque au total, ça va réduire le nombre. Ah, sauf que, c'est pas le domaine que je maîtrise, mais si tu pars du principe que toute opération immobilière doit intégrer, oui. Ils ne pourront quand même pas, on va donc augmenter de manière très, très importante le parc de logements sociaux, et c'est un petit peu le but quand même. Tu as raison, il faut sans doute vérifier qu'il n'y ait pas des abus, mais de toute façon, comme tu le dis, vu la quantité d'argent qui se fait, c'est sûr qu'on va gêner, qu'il va y avoir bien sûr des résistances, des volontés. Mais peut-être que c'est au niveau des opérations et de la surveillance des opérations qu'il faut peut-être mettre en place des mécanismes. Mais... Ça existe depuis un moment déjà, cette obligation. Voilà. Mais ça n'empêche qu'à Saint-Malo, on est descendu là sous les 25% de logements sociaux. On était jusqu'à 27 il y a une dizaine d'années. Là, on est descendu en dessous des 25%.
Bah, là, ils ne construisent pas 30% de logements sociaux dans les programmes qu'on voit apparaître partout, là, quand même. Oui, parce que je te dis, en dessous de 40 logements, on n'en fait pas, mais très peu. Tout à l'heure, on l'a vu. Voilà, c'est pas ça. Mais, comment dire, imagine par exemple que on a une opération là qui commence à pointer son nez au niveau du rond-point, au niveau du Leclerc, là, sur la route qui part vers Saint-Méloire, l'ancien camping. Là. Bon. Là, il va y avoir un enjeu, parce que automatiquement, il y a pas mal de logements. Hein, j'ai vu le projet, je ne me rappelle plus du nom. Oui, il y a quand même pas mal. Hein. Donc, il va y avoir un quota de logements sociaux à réaliser. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser le promoteur faire un bâtiment et racheter le logement social à un prix qui lui permet d'équilibrer son opération, éventuellement, ou d'avancer dans les travaux, ou on va imposer le fait que l'opérateur HLM fasse suivant ses propres normes, etc. On peut avoir les deux idées, si tu veux. À la base, ça paraît assez anodin comme ça, sauf que grâce à ce genre de système, on lie dans le sens lié le développement du parc HLM au développement du parc privé. C'est la première chose. Et deux, on vide les organismes HLM de leur technicité, de leurs techniciens, de leurs constructeurs. On leur enlève le savoir. Et chaque fois qu'on a fait ça dans les services publics, chaque fois, ça s'est traduit par un regain de privatisation, par le fait qu'on coupe dans les moyens. Je vous rappelle, par exemple, que c'était le cas des services d'assainissement dans les années 80, 90. Jusqu'en 97, on avait même un texte pondu par Veolia ou Vinci, je ne sais pas qui voulait empêcher les communes qui n'avaient pas de service formation sur l'assainissement de faire des régies d'assainissement. Ça va jusque-là, quoi. Et moi, ce que je dis, c'est chaque fois qu'on prive les services publics de leur côté opérationnel, de leur capacité à construire, à savoir-faire, eh bien, on fait le lit du marché privé. Oui, mais les phénomènes ne sont pas systématiquement faits. Dans le plan de la Grèce, il y a 300 000 logements sociaux par an. Donc c'est bien sûr, c'est pas que le parc privé qui... Ah non, mais il faut... Bien sûr, mais je suis d'accord. Mais je te dis pas que il faut pas le faire. Je te dis pas qu'il faut pas le faire. Il faut le faire avec toujours ce souci de pas finalement se faire avoir, parce que de toute façon, le bailleur social, il a des objectifs hein, de construction, et donc que ces objectifs servent au privé, c'est un peu fort de café. Et puis deux, d'enlever toute la technicité, tout le savoir des offices HLM et ne plus les utiliser que pour de l'entretien courant, quoi. Eh bien, c'est... Et j'ai une question que j'aime, parce que toi, j'habite à gauche, on commence à le régulièrement, et on a vu quand même fleurir, alors sous l'époque de Renault, c'était le délire, et tout le monde a hurlé. Je pense que ça n'envoie l'élection largement dû à ça, mais là, ça continue, quoi. Enfin, je veux dire, alors moi, je ne connais pas les périodes, tu sais, d'études, etc. Mais est-ce que tu penses que ce qu'on voit encore sortir de terre, c'est le résultat de la politique de Renault, ou est-ce que c'est quelque part... Alors, les deux, mon capitaine. Ouais. Moi, je crois que les promoteurs immobiliers, ici, ils ont une avance de foncier, de promesses, de vente, etc., d'engagement avec les gens de plusieurs années. Donc il en reste clairement de l'époque Renault. Ouais. Surtout qu'en plus, je peux vous dire que des gens se sont vus répondre par les services de la ville, mais de toute façon, ça va être acheté par tel ou par tel, quoi. On a vu, alors c'est pas pour de l'immobilier de logement, c'est pour de l'immobilier d'entreprise, là. On a quand même vu des copains à nous qui avaient une petite affaire dans une maison, à qui leur propre notaire disait « Mais
vous n'allez quand même pas refuser de vendre. C'est monsieur un tel ou c'est telle décision. Mais partout dans Saint-Malo, c'est comme ça. Et y compris avec la complicité d'une partie des je ne sais pas si ça se rend compte, mais des agents de la ville. C'est absolument dingue. Moi, je sais que, bon, comme ce sont d'anciens collègues, on me permet de temps en temps de frotter un peu avec, mais bon. Et ça, il y a des réserves foncières de toute façon. Ensuite, il y a la politique qui se continue de toute façon, hein, puisqu'il faut densifier, c'est dans le terme du maire actuel et des élus, il faut densifier. Et densifier quoi? D'ailleurs, la charte de l'urbanisme, Ça, on travaille au niveau de zone, on montre bien que la volonté de M. Lurton, elle est bien de continuer dans la même voie. sur le fond, il n'y a pas de vrai changement, mais le mouvement est extrêmement fort. Moi, je ne sais pas... on n'imagine pas, je crois, les dégâts que ça a fait au niveau de la population. Aujourd'hui, on a effectivement tout un noyau de personnes qui sont en logement social, qui ne peuvent pas se loger ailleurs, qui sont très dépendantes de ce point-là. Et parce que essayez d'aller dans le privé, vous allez trouver peut-être des trucs, mais qui sont dégueulasses, quoi. Donc, alors, pour le même montant de loyer, bien sûr, parce qu'il y a des très belles choses à louer à Saint-Malo. Donc ça, ils sont actifs. Toute une partie de la population à revenu moyen, quand elle n'a pas eu la chance de sauter sur une bonne occasion un jour, eh bien, ne peut pas trouver. Très difficile par rapport à eux. Sachez qu'il y a, j'ai demandé à la CNL il y a quelques jours, là, je crois qu'il doit y avoir 5000 demandes de logement en instance au niveau des baux. Pour 6400 logements, je crois, de l'office. Est-ce que la situation est la même, ou à peu près, dans les autres villes balnéaires, Vannes Ah non, Vannes, c'est complètement différent parce que tu as 4% de logements secondaires. Parce que les logements secondaires sont à l'extérieur. À Vannes, il n'y a pas beaucoup de logements secondaires. Oui, parce que le golf, effectivement. Et je me demandais, est-ce que la situation elle est pareille pour les villes aux alentours de Saint-Malo comme Dole Ah non, Dole, je ne la connais pas, mais c'est assez difficile. J'ai survolé, on n'est pas dans le cas de figure. Par contre, j'ai montré l'exemple de Cancale tout à l'heure, où, je sais plus où c'est, Cancale. Pardon. Mais si, t'es dessus, non? Ouais, la GIS. Ouais, c'est dessus. Nous habitons près de Dole, la situation est complètement différente, puisque ce sont des zones rurales. Par contre, Dole-Coubourg sont impactés par ce dans la mesure où on voit arriver à Dole et à Combourg une population qui ne peut plus habiter à Saint-Malo. Et autour de Dole se construisent de nombreuses zones pavillonnaires, assez modestes d'ailleurs, de gens qui ne peuvent plus habiter soit à Saint-Malo, soit à Rennes aussi, où il y a quand même une inflation en matière immobilière qui viennent s'installer donc dans la périphérie et sur des terres agricoles, ex-terres agricoles. Ils font partie, comme le vu tout à l'heure. Oui, ils sont complètement dans. Je ne sais plus où c'est, désolé, mais. Avec des difficultés au niveau des déplacements. Un gazole à 2 €, ça va commencer. Ils font partie de ça. Hein. Voilà. Clairement. Et ils viennent s'installer sur Combourg et Dole, tout simplement, parce qu'il y a une liaison ferroviaire qui est assez pratique, et sur Rennes et sur Saint-Malo. Bien sûr. Regardez autour de Dole et de Combourg,
c'est impressionnant de voir le nombre de lotissements avec des habitats regroupés, des petites maisons, des habitats regroupés. Ben, c'est impressionnant de voir justement ces lotissements dans des zones qui étaient autrefois des zones agricoles. Tout à fait. Moi, j'ai le cas que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps d'un jeune couple avec un enfant. Bon, ben, pareil, alors ils ont acheté une maison ancienne, mais voilà, le problème c'est que plus de covoiturage avec le Covid, c'est 1 heure de marche à pied pour aller à la gare. Et on voit, quand on connaît un petit peu les cartes scolaires, on voit les écoles de Dole qui manquent, milieu rural, et puis il y a Saint-Malo. Mais là, on est passé de manière très générale, mais on voit l'impact aussi que ça a dans les quartiers, parce qu'un quartier où on a une population de moins de 14 ans qui parce que, oui, j'ai oublié de vous dire, la découverte, c'est 61 ou 60 et quelques % de logements sociaux, mais c'est bien évidemment le quartier le plus jeune. Et vous prenez les quartiers où on est à 4% de logements sociaux, ce sont les quartiers les plus vieux. Et vous allez, il y a plein de choses sur le site d'Ozon pour regarder. On a fait plein d'analyses, plein de documents, plein d'articles là-dessus. On n'arrête pas de ce point de vue-là, mais franchement, s'il y a bien un sujet sur lequel on a une vue de l'impact de la décision politique qui se fait à l'Assemblée et de la volonté locale de faire, c'est le logement. Et c'est, je veux dire, je vais être poli, on nous dit à Ozon, vous êtes des fouillards. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On publie les chiffres de l'INSEE. C'est pas bien. Bah, on ne fait rien d'autre. Et puis on regarde, ça va pas, quoi. J'ai eu l'occasion de faire, c'est notre premier journal, on avait un article sur Cancale. Hein, pendant 3 mois, le maire de Cancale a communiqué dans le Pays Malouin, dans l'Ouest-France, sur les logements sociaux. Ce qui est très compliqué au niveau du logement, c'est comme beaucoup de domaines, ça jargonne énormément. Je m'en aperçois parce que moi, j'ai été dedans et j'ai perdu, parce que je ne pratique plus dans le détail. Et du coup, il y a des moments où je me dis, c'est quoi déjà ça? Par exemple, l'idée bail réel solidaire. BRS, là, ça fleurit dans les bouches autour de Saint-Malo, etc. Super. Nous, on a fait 2 conférences sur le bail réel solidaire. C'est une très bonne chose. En plus, avec un historique fabuleux. Le bail réel solidaire, c'est l'histoire du noir américain qui s'émancipe. C'est né de la volonté d'émancipation des noirs américains. Ils étaient foutus dehors de chez eux quand ils faisaient grève, quand ils étaient locataires, quand ils faisaient grève, quand ils perdaient un emploi, etc. Le bail réel solidaire, c'est quelque chose de formidable. Importé en France, quand vous mettez comme à Saint-Malo, dans l'organisme, le conseil d'administration du truc bail réel solidaire, le plus gros promoteur de la ville, on rêve. On va se faire concurrence à soi-même. Ça s'est pas vu beaucoup. Mais quand en plus le gouvernement, en tant que les HLM jouent un peu avec le bail réel solidaire, avec quel argent? Ils ne donnent pas un sou de plus. Et là, dans un premier temps, on ne savait pas s'il allait dépouiller le mouvement HLM de moyens au profit de moyens pour le bail réel solidaire, ou bien si, il allait fondre quelque part les HLM ou leur imposer de faire ce genre d'opérations, qui sont de très bonnes opérations, mais honnêtement, si on veut faire du bail réel solidaire, on a des spécialistes de la construction, de la propriété, etc. Il n'y a qu'à filer ça au HR et leur filer le budget, et pas mobiliser les promoteurs
En plus, c'est tout petit. Je disais tout à l'heure qu'il y a 5000 demandes entre les demandes de logement, les demandes de mutation de logement, etc., qui sont chez Emeraude. Donc c'est un mouvement de masse. Le logement, c'est une question de masse. C'est pas parce qu'on va faire 30 BRS dans une ville qu'on va régler le problème. Donc il faut réagir avec les moyens nécessaires et à l'échelle nécessaire. Et là, monsieur le député, faites gaffe, hein, parce qu'on a les mémoires. Hein. Le bail réel solidaire, ça fait quand même un petit peu peur, parce que ça rappelle ces anciennes sociétés coopératives qui ont fait faillite d'ailleurs, en raison du non-paiement des loyers par les locataires, les occupants. Et on a eu des situations personnelles absolument épouvantables. Et on a l'impression quand même que le bail réel solidaire est construit de la même façon que ce qui existait dans ces sociétés coopératives. Et on a eu vraiment, enfin dans les années 90-2000, des tas de procès avec ça. Et des gens qui se trouvaient dans des situations absolument épouvantables. Mais on revient à la même situation. Mais alors, c'est pas le bail réel solidaire en lui-même, c'est la manière dont on entend l'administrer. Parce que le bail réel solidaire fait par le biais d'un organisme sérieux, d'un organisme HLM, d'un organisme public, pourquoi pas. Mais ça changerait la même. Là, je vais vous dire, le conseil d'administration de l'association de bail réel solidaire de Saint-Malo a été créé en 2017, 2018, quelque chose comme ça, approchant. Moi, j'ai une alerte sur société.com chaque fois que ça change, chaque fois qu'il y a une modification statutaire. J'en ai 2 par an, avec des gens qui sortent, qui rentrent, des gens qui sortent, qui rentrent. C'est absolument pas stable. Et c'est pas sérieux, parce qu'on entend signer des baux de 99 ans, quand même. Comment hein et comment le faire avec des sociétés ou des conseils d'administration, des trucs qui sont fluctuants, un coup c'est KREDES, un coup c'est ceci, un coup c'est cela. Vous avez raison, il y a un potentiel d'enjeu. Et de la mobilisation quand même assez forte de finances publiques. Du coup, moi, la mobilisation des finances publiques, je préfère que ce soit manipulé ou exécuté par un organisme public que par un organisme privé. C'est certain, ça me paraît être... Et même avec un organisme public, un locataire qui ne va pas payer pour des raisons X, des raisons personnelles, licenciement, il ne va pas payer ses loyers à un moment ou à un autre, il va être expulsé. Et avec ces sociétés coopératives, on a eu quand même des familles qui payaient des loyers pendant 15 ans, 20 ans, qu'on expulsait et à qui on disait mais vous n'êtes propriétaire de rien. On est toujours attaché à la propriété privée. Il y a un mot d'ordre, il faut devenir propriétaire. On est attaché. L'aspect intéressant, c'est qu'effectivement, on détache la propriété du sol déjà. C'est-à-dire qu'on a un droit d'usage sur le terrain. Ce droit d'usage, il est suffisamment long pour pouvoir y planter une maison, parce qu'en fait, c'est la différence. Et ce droit d'usage, finalement, on retombe, comment dire, à des concepts sur la propriété qui datent du 18e, des gens qui ont très bien écrit là-dessus, mais comment dire, c'est vraiment une des questions essentielles. Aujourd'hui, les 4, on a vu, je ne sais plus combien de propriétaires par rapport la proportion de propriétaires a fortement augmenté depuis les années 70, hein, parce qu'il y a cette course-là. Hein. Mais elle n'est pas sans raison, et notamment depuis les années 80. Il faut quand même avoir en tête qu'un des arguments, notamment par rapport à la question des retraites et aux freins liés à la modification des régimes de retraite, c'était le fait que les gens n'avaient pas leur propre logement ou leur assurance d'avoir un logement. Et que
on ne peut pas jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire que une partie y compris des CIE, de la défiscalisation, du fait de multiplier les logements, vous entendez les gens, pour ceux qui ne sont pas dans la spéculation pure, c'est-à-dire pour ceux qui ne vivent pas exclusivement, puisqu'il y en a un paquet à Saint-Malo, qui vivent exclusivement de la location, dont c'est le métier. On s'est fait apostropher pendant la campagne des municipales par quelques personnes comme ça. Moi, c'est mon métier, le logement, c'est mon métier, etc. D'accord. Mais pour les autres, c'est aussi le souci de dire, mais quand j'aurai un certain âge, je n'aurai plus à payer le loyer, etc. Et quelque part, c'est en filigrane dans toutes les réformes de retraite. L'accession à la propriété, ça a été présenté aussi comme une épargne, en fait. Oui, une épargne secours, quoi, en cas de... Moi, j'entends beaucoup de couples de retraités qui disent, quand on sera plus que un, on va perdre la moitié de la retraite, etc. On pourra plus se loger, mais on pourra vendre la maison. Exactement. Tu vois, et donc c'est inscrit dans... C'est pour ça d'ailleurs que c'est si difficile de faire bouger les gens sur ces questions-là, parce qu'ils se sentent tout de suite... c'est sécurisant. C'est sécurisant, c'est un élément de sécurisation. Le fait d'avoir une maison, c'est un petit peu l'assurance d'échapper un peu à la précarité. Bien sûr. Bien sûr. C'est vrai que ça, c'est... Si les sécurités étaient organisées différemment, les gens se reporteraient pas là-dessus. Ceux qui se font du fric avec le logement, c'est pas des petits, hein. C'est des gros. C'est compliqué. Tu ne peux pas dire ça. Non, on ne peut pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça, parce qu'une grande partie des logements transformés qui ont été achetés justement par les promoteurs, c'est justement parce que le gap entre ce qu'ils avaient et ce qu'on leur proposait en achat était tellement alléchant, parce que les promoteurs gagnaient tellement d'argent, mais eux-mêmes en gagnaient pas mal en vendant leurs biens ou en le consacrant au secondaire. Faut pas... Justement, le problème de cette question du logement, c'est que si on était front contre front avec 50 promoteurs, mais on les cognerait, ils ne résisteraient pas. Il n'y a pas de problème comme ça. Mais le problème avec le logement, c'est chez chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que c'est si difficile de faire changer les choses. C'est que dès que vous prenez une mesure, vous allez avoir en face de vous des gens tout à fait honnêtes, mais à qui vous allez renier sur la propriété, ou sur le sentiment de propriété. Et il va falloir expliquer. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile. Cette vue-là, c'est ce que... Je pense que vous n'étiez pas là. C'est toutes les pastilles bleues, là. C'est une base de données de l'État qui fait ça. Toutes les pastilles bleues, c'est ce qui a fait l'objet d'une mutation foncière dans les 4 dernières années. D'accord? C'est un extrait de Saint-Malo. Quasiment tous les quartiers sont... Oui, mais presque tout. J'aurais pu prendre un peu plus loin. C'est quasiment identique, sauf dans la zone industrielle, bien sûr. Et le chiffre, en moyenne, des 5 dernières années, des mutations foncières sur Saint-Malo seulement, c'est 450 millions par an. Millions. 450 et 6 zéros, c'est des millions. Eh bien, c'est la force qu'il y a face à ceux qui veulent un autre mode de développement du logement et un autre mode de vie. Parce que là, c'est... Là, ça pose un problème à partir du moment où ça devient des résidences secondaires et que c'était des habitations... Pas seulement. Non. Ça pose un problème, effectivement, lié aux résidences secondaires, mais ça pose aussi un autre problème, qui est que quand vous mettez des gens qui gagnent tous plus de 6 000 € par mois dans la même rue, des gens qui gagnent moins de 1 200 € par mois dans une autre rue à 5 km, vous n'avez pas une ville. Vous n'avez pas une ville. Vous avez un truc là où les gens finiront par se regarder. Ouais. Et moi, j'ai le souvenir pour la primaire de la droite à Saint-Malo. Primaire du temps de Sarkozy, là, c'était quand les primaires de la droite, c'était 2017, non? Oui. Il y a eu ça. Où deux petites dames, on nous racontait ça, mais c'était phénoménal. Deux petites dames arrivaient parce que c'était à la découverte
et c'était des Malouines déjà à l'ancienne, c'était leur première visite de la découverte. C'est dire si c'est facile de cloisonner des quartiers. Sur les 450 millions, ça représentait quoi justement les résidences secondaires et les... On n'en sait rien. Ouais. On n'en sait rien. Alors peut-être que c'est présent dans la destination du logement, après, c'est compliqué. Hein. Déjà au niveau des permis de construire, vous construisez, vous ne savez pas ce que ça devient. Ouais. Les seules indications que vous avez, vous pouvez trouver quand il y a de la défiscalisation. Vous réussissez à trouver ça. Mais ceci dit, sur le devenir des logements, il n'y a aucun contrôle. On était hier ou avant-hier chez nous, de Saint-Servant pour le projet de gare maritime. La construction de la gare en elle-même, le geste architectural, moi je n'en parle pas, ça me paraît, c'est toujours très bien présenté, c'est joli, quoi. Mais ça représente presque un tiers du budget. Plus d'un tiers du budget qui va être engouffré dans une gare, bien sûr, qui va être belle, quoi, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est vraiment les priorités de l'aménagement de la ville? 150 millions d'euros, c'est la plus grosse opération du conseil régional sur la mandature. Et le tiers est englouti dans une gare, encore une fois, qui est belle et qui va intégrer des galeries marchandes. Et c'est le tiers du marché immobilier d'une année à Saint-Malo. Ouais, puis alors ce qu'on a quand même tenu qu'ils électrifient, hein, parce qu'au départ, ils voulaient faire que le terminal 1, le pont d'or. Et puis ils ont fini par accepter de faire l'ensemble des terminaux. Nicolas, il serait intéressant de chercher s'ils ont été chercher des subventions européennes sur ce coup-là, je sais pas. En tout cas, parce qu'ils ne peuvent pas réaliser avoir des subventions sans l'électrification avec. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, quand on a dit ça, ils ont hurlé en disant vous n'y pensez pas, vous n'y pensez pas, on va faire exploser le budget, etc. On a posé la question du ferroutage. Et alors, même réaction de Stéphane Perrin qui mais vous n'y pensez pas. Sur le port de Saint-Malo, vous avez vu toute la bande d'immobilier qui s'est faite, puisque là, on est là pour parler de logement. Hein. Cette bande de logement tout le long des contreforts de Saint-Servant, elle s'est faite sans aucune réflexion en matière de transport. Il faut le savoir, ça. C'est-à-dire que le trajet entre le port et la sortie de la ville, ça a été une question posée en 2006 qui n'a jamais trouvé de réponse. C'est-à-dire que les élus ont été saisis par les techniciens de l'époque en disant vous commencez à donner des permis, vous réfléchissez ici et là tout le long de cette voie, mais si vous mettez des habitants alors que vous multipliez les camions, etc. en dessous, comment est-ce que vous allez faire? Et quelque part, la tendance sur le port de Saint-Malo, je pense qu'elle sera donnée dans quelques années, mais la tendance, c'est l'arrêt de l'activité industrielle. Et c'est le démarrage d'une marina type La Rochelle, mais complètement. Et on sait qu'il y a des... Alors, c'est l'ancien vice-président du conseil régional qui nous confiait dans une rencontre il y a 3 ans maintenant, qu'il y avait quand même des fonds financiers qui attendaient ça. Hein. Et aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez le projet des pêcheries avec son restaurant, la Coma Pêche, qui fait... Si vous regardez au plan d'occupation des sols de la ville de Saint-Malo, vous verrez que le port, il y a juste le bassin qui est consacré aux activités portuaires, tout comme à pêche, et dans l'activité portuaire. Et donc, ne devrait pas donner lieu à une transformation en restaurant. C'est pas de l'activité portuaire, c'est autorisé quand même. Nous, on n'a pas été porté le fer parce qu'on en a déjà tellement que voilà, ça va bien. En tous les cas, sur le logement, pour moi, l'application directe des textes, et c'est là où n'ont pas brillé depuis 2010 tous ceux qui ont géré le logement, parce qu'ils ont bouffé tous les budgets, ils ont baissé tous les budgets, et là, c'est dramatique, et ça se lit comme le nez au milieu de la figure, quand on voit que le point, qu'en 2010,
les points roses, là, ce sont les points où il y avait le plus de financement, 2010, 2011, et que depuis 2011, ben, on arrive à des résultats comme ceux-là, qui vont de moins 4% à moins 84%, pour le budget de l'État sur les aides au logement. On se dit que, franchement, et c'est clair qu'avec des budgets de l'État comme ça, les organismes HLM ne peuvent pas réaliser. Le seul truc qui monte de 144%, c'est l'aide à la défiscalisation du logement privé. C'est là. Là. 144%. C'est-à-dire 35 000 balles, 34 000 dernièrement, en moyenne filés par logement défiscalisé, et 9 000 et quelques filés pour un logement social. Par rapport aux accédants à la propriété, par exemple, qui sont dans les lotissements, construction, etc., on a parlé des gens qui peinent à payer leur loyer, les charges de chauffage, etc., les tarifs explosent, les taux d'intérêt vont remonter. Comment vont se sortir ces gens dans une situation de précarité? Ils empruntent sur 25-30 ans, ils sont en général sur le fil du rasoir. Qu'est-ce qui se passe quand la situation continue de se dégrader comme elle se passe? Je veux dire, augmentation de la précarité, une paupérisation rampante. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là? Ben écoute, je ne sais pas, je peux te citer l'exemple de ce qui s'est passé avec le prêt à taux zéro. Si vous regardez la diffusion du prêt à taux zéro dans les années 2010, la diffusion, elle est en dehors de Saint-Malo, elle est en périphérie, alors Pignal, Dole, etc., Coubourg. Mais les gens arrivaient là avec des enfants de 4-5 ans, et puis petit à petit ils se rendaient compte du problème de déplacement, par exemple. C'est-à-dire qu'ils avaient calculé ric-rac leur budget logement, ils savaient qu'ils pouvaient payer, mais derrière, il faut se déplacer. Alors, c'est comment? C'est comment? Comment on se déplace? Et là, ça pose des sacrés problèmes. Et des maisons vendues, des situations de surendettement, etc. Augmentation du prix du gaz, de l'électricité. On est exactement dans le même schéma. Ça a déjà démarré. Hein, oui, bien sûr. Complètement. Après, combien de temps ça peut tenir? C'est difficile de te répondre parce que tu vois, c'est lié à la capacité des gens de subir. Mais voilà, ça a démarré. Hein. C'est ça. Tu vois, après, c'est vachement difficile. Ouais, c'est vachement difficile. On n'a pas le sentiment que les dirigeants prennent vraiment en considération cet avenir proche. Oui, mais regarde, pour le phénomène des gilets jaunes, c'est ça. Mais le problème, c'est que c'est pas c'est propre de l'irruption de l'événement. Là, ça va exactement. Mais c'est pour autant c'est la conséquence directe d'une politique de logement qui a été menée pour mieux. Si on continue comme ça, on va inévitablement vers des catastrophes. Mais tu vois, le gilet jaune, je me souviens plus de l'augmentation de l'essence, mais elle était pas en proportion avec ce qu'on vit maintenant. C'est ça qui est troublant. Il y a une capacité de résistance des individus aux situations compliquées qui parfois nous étonnent. Et en Argentine, c'est l'augmentation du prix du ticket de bus qui a déclenché. Alors donc, moi, je ne sais pas. Regardez le grec avec la caisse d'épargne de la découverte gagne plus d'argent en agio que la caisse d'épargne de Dino. Ah oui, des marges bancaires sur les pourquoi? Parce que il y a un découvert, c'est ce que je citais l'autre jour, une copine là, elle me disait, j'ai un découvert qui me coûte 70 à 80 euros tous les mois. Et là, 730 euros. C'est 4 milliards pour les banques, ça. Donc oui, mais ici, c'est plus à la découverte qu'à Dinard. Et donc, on va multiplier ces cas-là. Et en faisant les cages d'escalier régulièrement, combien de fois on a croisé l'huissier, ou combien de fois on a sonné, la sonnette ne marchait pas parce qu'il n'y avait plus d'électricité, en fait.
Et quand on a été voir pour les factures d'eau, enfin c'est bon, ça n'a pas arrêté. Et là, ça s'accélère. Des gens qui sont de conditions moyennes ou très moyennes, qui investissent dans le locatif en se disant ça sera ma retraite. Mais le locatif, c'est le même problème. Les loyers étant élevés, ils risquent de ne pas trouver de locataires. Donc effectivement, là, il y a le problème d'une bulle éventuelle qui peut se... Alors, à Saint-Malo, ils ont un pot immense, parce que quand on a vu en 2010 le nombre de celliers qui se sont faits, c'était du cellier à l'époque, on s'est dit, dans 9 ans, tout le monde va revendre en même temps, tout ça va s'écrouler. Ça génère, enfin, les 450 millions sont là, quoi. Ils bouffent ça comme ça, quoi. Ça, personne ne bronche, ça s'achète, ça se revend, ça achète un an, ça revend 2 ans après, etc. Enfin, c'est fou, quoi. C'est des demandes. Les demandes, c'est pour acheter? Non, ce sont des gens qui souhaitent un logement, qui ont fait une demande, soit qui demandent de changer de logement, soit qui sont des futurs nouveaux locataires, et ça c'est en instance. Et c'est assez considérable. Ils attendent des HLM et les Voilà. sociaux. Oui, tout à fait. Mais bon, c'est le privé qui a repris en fait le pouvoir sur la société, c'est tout. On le voit dans notre gouvernement, les allers-retours entre le privé et le public. Donc les gens qui étaient nos élus PS par exemple, qui étaient au gouvernement, ils ont appris petit à petit cette logique libérale, ils l'ont adoptée, et puis ils sont allés chercher des conseils chez ces gens-là aussi. Je pense que pour moi, tout ça, c'est le résultat de ça. C'est-à-dire que tout s'est privatisé petit à petit, l'État avec lui, nos députés avec lui, qui votent les lois, qui encadrent toute cette société. Je pense que c'est pour moi, tout ce dont on a parlé là, c'est le résultat de ça. On le retrouve, tu parlais du HLM qui maintenant, en fait, c'est le privé qui va construire pour le HLM. Le gouvernement, la réflexion, c'est le cabinet de conseil qui va le faire. C'est plus des gens internes au gouvernement, c'est des gens extérieurs. Dans l'idée générale, tu as raison, après, mais dans l'idée générale, c'est vrai que on voit bien qu'on a substitué une volonté publique de réaliser du logement social parce qu'il y avait un besoin de logement avec des loyers qui n'étaient pas ceux fixés par le marché, mais fixés par les élus du gouvernement, et on a remplacé ça, effectivement. Il y a un dernier aspect qui est spécifique au logement social aujourd'hui, c'est qu'on a des conditions qui sont liées effectivement aux problèmes sociaux, qui s'amplifient dans les quartiers à Saint-Malo. Je vous en fais pas la description, vous la verrez dans un célèbre trimestriel, mais comment dire, il n'empêche qu'on se retrouve là avec des gens qui ont, par la situation sociale, par le fait que, par exemple, on fait jouer au HLM un rôle qu'ils n'ont pas à jouer. Les HLM, ils sont des bailleurs sociaux, ils construisent, ils entretiennent, etc. Aujourd'hui, on leur demande de faire bien d'autres choses. Alors, il n'y a plus d'assistants sociaux, donc on voudrait bien de temps en temps qu'ils jouent les assistants sociaux. Il n'y a plus de flics dans les quartiers, donc on voudrait bien passer des conventions avec eux pour contrer entre guillemets la délinquance et la radicalisation, etc., etc. Mais actuellement, à Rennes, il y a des conventions entre les organismes HLM et le procureur et la police. Hein. Et d'ailleurs, ils voulaient le faire ici aussi. Alors, je ne sais pas où ça en est, mais moi, la seule réponse que j'ai, c'est dans les derniers 20 ans, 6 000 logements en plus, 4 200 habitants en moins. Toute la seule, c'est ce que je lis. Alors attention, il y a un petit piège dans ce que je vous dis et que je n'ai pas réussi à lever complètement, c'est qu'au lieu de vous dire habitants, je devrais vous dire ménage. Mais parce qu'un habitant, ça ne correspond pas à un logement. Un ménage, ça correspond à un logement. Mais en l'occurrence, l'idée que je cherche à dégager, c'est plus le fait qu'il n'y a pas de rapport entre construire et peupler quand on fait du secondaire.
Ou quand on est confronté aussi à ce qu'on appelle le desserrement familial, c'est-à-dire le fait qu'il y a de moins en moins de monde dans chacun des logements. Ça pèse aussi. Mais voilà. Est-ce que le maire se rend compte des dégâts que ça fait dans sa population? Est-ce qu'il est... Ben, ça dépend à qui. Il a pris le recul. Ça dépend ce que tu appelles la population. Ah oui, non mais... C'est... Il doit bien avoir Moi, des soutien. je pense qu'il y en a qui s'en tirent très bien. Non mais je l'ai compris, mais... Très très bien. Mais je ne sais pas quoi te dire. Moi, je sais que... Il y a un positionnement, Marie. Non, mais c'était en pleine année. On avait du mal à faire passer le message il y a quelques années, et visiblement, il y a toujours autant de mal.